Je m'appelle Armand, je travaille dans la santé, je suis médecin et puis je me pose beaucoup de questions évidemment sur ce à quoi on doit renoncer pour protéger la globalité, pour protéger l'écosystème terrestre, etc. Moi, je suis assez arrivé à la conclusion que, en allant chercher dans les tréfonds des réponses que peuvent apporter, ben voilà, qu'est-ce qu'on doit faire finalement pour arriver dans les limites planétaires et puis arriver à un système qui soit pérenne sur plusieurs centaines, milliers d'années. En fait, on doit renoncer à peu près tout ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on est prêt À quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer pour le bien commun? Et je pense que cette question, il faut qu'on la diffuse. Et cette question, elle va au-delà de... Elle est vraiment interne à chaque personne. Bien sûr, on est manipulé. Bien sûr que l'opinion publique peut être manipulée par un État, par des intérêts, etc., etc. Mais au fond, à quoi est-ce que chacun est prêt à renoncer? En gros, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut préserver notre bien-être maintenant, notre qualité de vie, sachant que notre qualité de vie, elle est d'une certaine manière, elle est conditionnée par les énergies disponibles, par les ressources disponibles, mais aussi par les inégalités entre les pays pauvres et les pays riches. Et ça, si je me suis fait la réflexion, je me dis bah très bien, on va faire de la décroissance, je vais arrêter de consommer, tout le monde va faire pareil, puis au final, il y aura plus d'avions parce que ce sera plus économiquement viable, et puis on va casser le PIB de l'économie, et qu'est-ce qui va se passer? La Suisse va collaber. Je me suis dit, la Suisse collabe. Qu'est-ce qui se passe? On devient le pays le plus pauvre du monde. On ne peut plus s'approvisionner en pétrole. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire marcher nos tracteurs, vu que je pense que les 99% de l'agriculture suisse fonctionne avec des tracteurs à pétrole. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus manger. Pour chaque personne, en fait, on doit être prêt, d'une certaine manière, à abandonner même notre survie à court terme pour un projet global qui aide la survie de l'espèce, en fait. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Merci beaucoup. merci, c'est une super intervention. Je pense que tu as parlé de plein de choses que j'avais un peu oubliées. Donc, merci beaucoup d'abord. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu as dit. Voilà, plein de petits trucs rapides. D'abord, c'est vraiment essentiel, effectivement, d'avoir en tête que quand bien même nous n'aurions pas un seul degré de réchauffement climatique, nous serions quand même dans la 6e extinction massive, et que donc l'aspect réchauffement est très important, mais que c'est juste un petit aspect parmi plein d'autres dans la périclitation de la vie qui est en cours. Après, le deuxième truc super important que tu as mentionné, je trouve, c'est l'aspect pérennité. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, on est effectivement dans un système instable. Et donc, c'est normal qu'on se pose la question de la pérennité parce qu'on aimerait bien vivre et que nos enfants vivent. Mais il y a un point très important, je crois, c'est qu'il ne faut pas croire non plus que parce que c'est pérenne, c'est souhaitable. Comme tu l'as mentionné, et ça, c'est aussi hyper important, donc dernière fois que je te dis merci, il est clair qu'indépendamment de la crise écologique, il y a la crise néocoloniale. C'est-à-dire qu'en effet, nous sommes si riches parce que nous pillons les pays pauvres. Ça, c'est complètement vrai, c'est complètement dramatique. Et il faut faire attention parce qu'on pourrait être dans un état complètement stable, c'est-à-dire qui pourrait durer éternellement, mais dans laquelle on continuerait d'avoir l'essentiel de l'humanité qui est appauvri pour qu'une petite partie de l'humanité vive dans un niveau de luxe très élevé. Et je vous rappelle qu'en ce moment, nous tuons 1000 milliards d'animaux par an. C'est pas pérenne parce que c'est un peu trop, mais on en tuerait 500 millions par an, ça pourrait être pérenne. Et ça serait pourtant dramatique. Enfin, il me semble qu'en termes d'éthique, c'est quand même juste insupportable. Vous savez qu'aujourd'hui, 95% de la biomasse des mammifères, c'est de la viande d'abattage. Hein. Donc les animaux libres sur Terre, ça n'existe plus. On a transformé la Terre en enfer pour les animaux. Ça pourrait être pérenne si on divise par 2 le nombre d'animaux. Donc la pérennité, c'est pas la seule question, en fait, du point de vue éthique. Alors, j'en viens effectivement à ce que tu évoquais. Et je crois que c'est la bonne façon de poser la question. À quoi est-on prêt à renoncer? Parce qu'effectivement, il faut arrêter de faire comme si on pouvait conserver le niveau de vie actuel tout en choisissant plus d'égalité, moins d'impact environnemental. C'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. C'est comme ça. Donc il faut le dire. Mais j'irai peut-être pas aussi loin que toi quand même. Je crois pas qu'il faut renoncer à nos propres vies et même à notre capacité de survie, parce que on mentionnait tout à l'heure Jean Covici. Aujourd'hui, la quantité d'énergie dont disposent les Occidentaux, alors je me souviens plus du chiffre exact, mais c'est un peu comme si chacun d'entre nous avait 300 esclaves qui travaillaient jour et nuit pour lui en termes d'énergie que nous consommons.
Si on divise ce chiffre par 3, il reste encore 100 esclaves. Ça reste monumental, ça reste considérable. On peut encore se chauffer l'hiver, on peut encore manger à notre faim, même quand on n'est pas agriculteur, on peut encore venir de temps en temps à Grenoble quand on habite Genève, etc. Donc je crois qu'il y a une marge quand même de progression qui est tellement gigantesque qu'il faut l'avoir en tête. Et le dernier truc que je voudrais dire, c'est que quand tu dis ce à quoi on est prêt à renoncer, tu as raison. Il faut le mettre sur la table, il ne faut pas le cacher, et c'est énorme. Mais il ne faut pas oublier qu'en contrepoint de son renoncement, il y a aussi un gain potentiellement extraordinaire. Baptiste Morisot faisait remarquer il y a quelque temps que l'immense majorité des citadins ne sont pas capables d'identifier les 3 chants d'oiseaux qu'ils entendent toute la journée. En fait, on a fait passer les chants d'oiseaux dans le bruit de fond. C'est extraordinaire. En ville, c'est le seul bruit d'origine animale qu'on entend, avec les aboiements peut-être, qu'on entend de façon récurrente. Et 99% d'entre nous ne savent pas ce que sont les 3 chants d'oiseaux qu'on entend toute l'année. D'ailleurs, on en entend là des chants d'oiseaux. Qui les reconnaît? Bon. Chut. Oui, personne ne les reconnaît. C'est bien ce que je disais. Bon. Et donc, ça, on pourrait quand même le gagner. Et en fait, je vous assure, c'est complètement un enchantement, en fait, quand on commence à se réapproprier ce savoir perdu, ces connivences perdues, ces beautés perdues, ces entraides perdues. Et je crois que ce qui est identifié au départ comme un effort devient très vite une jouissance. Et que donc, on gagne aussi, quoi, en même temps qu'on perd. Je crois que... bon. Pour revenir aux propos de notre médecin rock'n'roll, comme tu l'as si bien dit, je rebondis sur quelque chose que tu as dit dans le passé. Tu as dit notamment qu'une législation plus contraignante et donc plus restrictive en matière de comportement contraire à la vie tendrait in fine vers une liberté accrue. C'est-à-dire que voilà, plus on va restreindre nos libertés, plus à l'inverse, on va étendre nos libertés. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ou contradictoire ? Je pense que c'est vrai. Quand cette conférence va s'achever, moi je vais retourner chez moi sans avoir la peur au ventre, parce que je sais que les gens qui me détestent et qui auraient envie de m'égorger n'ont pas le droit de le faire. Donc c'est bien parce que leur liberté de m'agresser est réduite que, in fine, nous pouvons quand même jouir d'une... Alors de temps en temps, il y a quand même des agressions et des viols et des meurtres, mais enfin... il y en a trop, mais il y en a moins, beaucoup moins que si c'était autorité. Donc c'est bien parce qu'il y a des lois qui interdisent les comportements les plus brutaux que nous avons la liberté de nous mouvoir dans une relative insouciance. Et je crois que ce vers quoi nous nous précipitons en ce moment, quand il y aura par exemple entre 300 et 700 millions de réfugiés climatiques, on parle de 2050 là, c'est-à-dire demain, 2050, si tout se passe bien, on sera tous encore en vie ce soir. Enfin, pas ce soir, mais tous ceux qui sont là ce soir seront encore en vie en 2050, c'est dans 20 ans. Non, 30 ans. Ouais, pour un physicien, je suis pas très bon là. C'est pas grave, on n'est pas après. Mais bon, ça dépend du référentiel. Hein. Le temps est relatif, donc si je me déplace suffisamment vite, bon bref. Donc, sérieusement, on sera encore en vie, on va avoir des guerres. Enfin, je veux dire, et vous imaginez 500 millions de personnes qui se déplacent dans la joie et la bonne humeur? Non, ça veut dire la guerre. Et donc, aujourd'hui, une loi un tout petit peu liberticide par rapport à nos comportements les plus prédateurs quant à l'évolution climatique de la Terre serait évidemment, in fine, une loi qui jouerait dans le sens de la liberté si elle permet d'éviter des guerres. C'est une évidence. Donc oui, j'assume ce que j'ai dit. Mais ça, c'est vrai que la frange la plus réactionnaire de la population ne supporte pas cette idée. On est un Khmer vert, on est un dictateur en puissance, on est un Staline écologiste, si on envisage une petite loi de coercition, alors que ces mêmes personnes sont bien contentes d'être protégées par des lois pour qu'on n'aille pas voler dans leur villa. Hein. Parce que si on leur disait, il n'y a plus de loi, chacun fait ce qu'il veut, ils en seraient les premiers outrés. Donc ils sont bien contents que leur propriété soit protégée par la loi. Mais ils ne veulent pas que notre futur soit protégé par la loi. Ça me semble paradoxal.